Ahlan wa sahlan bikum, marhaban bikum fi qanati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui une étude de texte, Dirasatu Nassan Adad Khamsa. Donc, le texte que je vous présente aujourd'hui s'intitule At-Ta'iru As-Saghir, le petit oiseau. Alors, plus précisément, il s'agit d'un poème qui s'adresse à des personnes qui ont un niveau disons intermédiaire ou confirmé. Alors comme d'habitude, donc je vais d'abord lire le texte, ensuite je présenterai les termes qui me paraissent difficiles, ensuite il y aura un point de conjugaison, un point de grammaire, et par la suite je donnerai des questions de compréhension liées à ce texte, et à la fin je donnerai la correction des questions du texte numéro 4. Alors commençons d'abord par la lecture du texte. At-Ta'iru as-Saghir. At-Ta'iru as-Saghiru maskanuhu fil 'ushi wa ummuhu tatiru ta'ti lahu bil qashi. يا طائرا ما أجملك يا زهرة في الشجر أنت على الغصن ملك مكلل بالزهر سر في هواء حملك وتر بغير حذر لولا جهاد الأم لك يا طائرا لم تطر. L'auteur c'est Abdullah Sulaiman Dahr, sachant que je n'ai pas trouvé d'informations sur cet auteur. Alors on va passer au vocabulaire, donc Mufradatu al-Lugha. At-Ta'iru, donc il s'agit ici d'un nom déterminé puisqu'il porte l'alif wa lam. Donc Ta'iru du verbe tara, ça veut dire voler, donc Ta'irun, oiseau. As-Saghiru, c'est un adjectif, donc c'est le nom indéterminé, donc c'est Saghirun, le pluriel Jama' Sigharun, petit. Maskanuhu, alors Maskanuhu c'est un nom qui est composé donc au fait du nom Maskanun ou Hu. Le hu correspond au fait à un pronom personnel affixe, plus précisément à un pronom possessif. Donc le mot maskanun du verbe sakana, sakanadar, c'est habiter. Et maskanun, c'est habitation. Maskanuhu fil 'ushi. Al-'ush, donc jama' a'shash, c'est le nid. Wa ummuhu tatiru ta'ti lahu bil qashi. Alors al-qash, c'est aussi un mot qui est composé d'une préposition, une proposition b. Donc je rappelle au fait que les prépositions en arabe sont certaines d'entre elles sont collées au nom, hein. Donc on les trouve collées au nom et jamais collées à un verbe. Donc bil qashi, donc le mot c'est al-qash qui veut dire la paille. Ya ta'iran ma ajmalak. Alors ajmalak, donc c'est de l'adjectif jamilun, beau, et ajmalun, donc c'est plus beau. Anta ala al-ghusni malak. Al-ghusn, donc ici il s'agit d'un nom. Le nom donc indéfini c'est Rosnun, Jama' Arsan, c'est une branche. Malak, donc Malakun ou Malakun, c'est un ange. Mukallalun, donc ici c'est un adjectif qui veut dire couronné. Sir fi hawa'in hamalak. Donc en fait sir c'est un verbe. Le verbe ici il est conjugué à l'impératif et l'origine de ce verbe c'est sara, veut dire partir, s'en aller. Fi hawa'in hamalak. Hawa c'est le vent.
Hamalek, donc ici c'est un verbe, le verbe hamala. Lui aussi, donc il a un pronom personnel affixe. Donc le pronom personnel affixe peut être attaché au fait à un nom, à un verbe comme nous venons de le voir, ou bien il peut être attaché à un adverbe. Donc ici le verbe c'est hamala qui veut dire porter. Wa tir, tir c'est également un verbe à l'impératif et l'origine de ce verbe c'est tara, donc c'est voler. Birairi, birairi c'est une expression qui est composée donc d'une préposition be ou ghair, et le mot ghair veut dire excepté, sauf. Hadaran, al-hadar, donc c'est un nom qui veut dire précaution, méfiance. Laoula, laoula, donc c'est un adverbe qui veut dire si ce n'était. Laoula jihadou, donc jihadun c'est un nom qui veut dire ici effort. Voilà, donc on passe maintenant à un point de conjugaison, nuqtatu sarfin. Alors, donc on revient au début du poème, et dans la deuxième phrase du poème, donc on a wa ummuhu tatiru ta'ti lahu bil qash. Donc tatiru c'est un verbe ici qui est conjugué à l'inaccompli indicatif, et donc l'origine de ce verbe ou le verbe à l'accompli c'est tara. Donc on dit tara yatiru. Alors on a aussi d'autres verbes qui ont été utilisés dans ce poème qui sont également du même type. Donc nous avons sir, donc nous l'avons vu tout à l'heure dans le vocabulaire. Donc sir c'est le verbe sara. Donc en fait tara ou sara sont des verbes irréguliers en arabe et on les appelle des verbes concaves. فعل أجوف. Alors الفعل الأجوف هو الفعل الذي نجد donc الواو والياء في الحرف الثاني منه. Donc le verbe concave au fait c'est celui dont la deuxième radicale est un waw ou un ya. Et du coup on dit que le verbe concave il est concave par le wa. Alors quand est-ce qu'il est concave par le waw? Quand on trouve le masdar et que le masdar se forme avec al-waw. Donc en fait, si je prends le verbe qala, on dit qala qawlun. Donc on voit que lorsqu'on forme le al-masdar de ce verbe, il est formé avec al-waw. Donc on dit qu'il est un verbe concave par al-waw. Alors que dans les verbes que nous avons vus dans le poème, comme sara yasiru, tara yatiru tayran, donc on voit que lorsqu'on forme le al-masdar de ce verbe, le masdar il est formé avec al-ya. Et donc on a la deuxième forme du verbe concave, donc le verbe concave par al-ya correspond donc à la lettre ya dans le masdar. Exemple, sara sayr, tara tayr. Alors, on va prendre quelques exemples et on va le conjuguer avec trois tons, hein, donc les tons du verbe en arabe. Donc, on va prendre le verbe tara, voler. Tara, c'est donc déjà le verbe à la troisième personne de l'accompli. À la première personne de l'accompli, on dit tirtu. Donc, tirtu, alors vous remarquez que lorsque je dis tirtu, l'elf qui est la deuxième radicale du verbe, elle disparaît. Alors pourquoi elle disparaît? Parce que au fait elle est suivie par une lettre qui n'est pas prononcée, hein, en l'occurrence sukoun ici. Alors qu'on la voit réapparaître, donc on voit l'elf qui devient ya avec l'inaccompli, donc on dit tara atiru. Alors que à l'impératif, donc on a tr, donc on voit bien que là aussi l'elf disparaît quand elle est suivie par un sukoun. Donc
Il faut faire attention à ce type de verbes quand on les conjugue aux différents temps. Prenons un autre exemple, le verbe qala, donc qala, dire, troisième personne de l'accompli, première personne on dit qultu. Alors qultu, là aussi l'elf elle disparaît, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a un soukoun, soukoun donc fait disparaître l'elf, alors que à l'inaccompli on voit apparaître le waouh, hein. Rappelez-vous, nous avons dit que le verbe qala, il était concave avec le waouh, hein. Donc avec l'inaccompli, on la voit apparaître. Alors qu'à l'impératif, al waouh ou l'elf disparaissent, comme je l'ai dit, parce qu'il y a toujours une lettre qui porte soukoun, donc ça fait disparaître cette lettre faible. Alors, donc la règle sera la suivante. Les lettres de prolongation, donc à savoir al-ya ou al-waw ou al-elf, suivies d'une lettre qui ne se prononce pas, qu'on l'appelle quiescente, se retranchent, donc ils sont supprimés. Alors on passe à un point de grammaire, nuqtatu nahwin. الطائر الصغير مسكنه في العش وأمه تطير تأتي له بالقش يا طائرا ما أجملك يا زهرة في الشجر. Donc on voit ici que l'auteur a utilisé le vocatif al-munada pour s'adresser donc au fait à cet oiseau et pour décrire cet oiseau. Et donc au fait on voit que ce vocatif al-munada, il est composé de deux éléments. Donc on a d'abord la lettre d'appel qui est ici al-ya, ya, et on a le vocatif al-munada qui est le mot donc appelé. C'est le mot ou la chose appelée qui vient juste après la lettre d'appel. Alors au fait on va voir que en arabe donc il existe plusieurs lettres d'appel, mais la plus connue c'est d'abord al-ya. On peut trouver ayyuha, ayyatuha, donc au fait la plus utilisée c'est al-ya. Alors le mot qui vient après cette lettre d'appel, au fait il peut être mis soit donc à l'accusatif, soit au nominatif. Alors nous allons voir les deux cas de figure. Alors d'abord le vocatif, donc al-munada, où la personne ou la chose appelée est précédée par l'une des lettres d'appel, donc huruf al-nida, qui sont ya, ayyuha, ayyatuha, dont ya est la plus connue. Alors le vocatif donc doit être suivi d'un nom, hein, qui n'est pas défini par l'article, donc toujours c'est un nom indéfini, et qui est mis tantôt au nominatif, tantôt à l'accusatif. Alors on va voir d'abord le cas où il est mis au nominatif. Donc il est mis au nominatif sans tanwin quand il est un nom propre simple, alamun mufrad. Exemple, ya Muhammadou, hein. Alors il faut savoir que Muhammadou, je rappelle que c'est un nom diptote, donc au fait ici il est, on dit en arabe, mabni ala al-dhamm fi mahalli nasb. Donc normalement il devrait porter une fatha, hein, mais ici il porte une dhamm puisque il est mabni ala dhamm, c'est un nom propre, donc simple, alamun mufrad, mabni ala dhamm. Ou bien ya Fatimatu, donc elle porte également une dhamm. Alors, deuxième cas de figure, enfin restons toujours dans le cas nominatif, donc on le trouve aussi au cas nominatif quand la personne ou la chose appelée sont visées directement. Exemple, ya waladou, ô garçon, ou bien ya sayyidou, ô monsieur. Alors, il est à l'accusatif dans trois cas de figure. Alors, le premier cas, s'il est suivi d'un génitif, c'est-à-dire عندما يكون مضاف, ou bien s'il s'agit d'un nom propre composé. Alors il faut savoir qu'en arabe, comme en français, on peut trouver aussi des noms propres composés, alamun murakkab, exemple Salahuddin, Abdullah. Donc en fait,
dans ce cas-là, on le met à l'accusatif et le mot qui le suit, il est donc au cas génitif. Exemple, Ya muallimat al-madrasati. Donc on voit, Ya muallima, il porte une fatha. Ou bien, Ya abda Allahi. Hein? Ya saliha ad-dini. Donc effectivement, quand il s'agit d'un nom propre composé, donc effectivement, le vocatif, donc il porte une fatha. Et le troisième cas, donc toujours à l'accusatif, s'il est un nom indéterminé, non visé directement. Et c'est l'exemple que nous avons dans le poème. Donc on a Ya ta'iran. Donc au fait, il s'agit ici d'un nom indéterminé et l'auteur, au fait, il parle de façon générale. Donc c'est pour ça il a utilisé le cas accusatif. Ou bien Ya zahratan. Donc on a également une fatha sur ce mot. Voilà pour le vocatif. Alors on va voir maintenant un autre point toujours au niveau du grammaire. Ya ta'iran ma ajmalak ya zahratan fi shajar. Donc l'auteur ici, il est très admiratif donc de ce petit oiseau et du coup il est en train de le décrire et donc de s'exclamer sur sa beauté. Et effectivement, l'auteur a utilisé at-ta'ajjub, donc l'exclamation. Et en arabe, il y a deux méthodes pour exprimer at-ta'ajjub. Donc on a deux formules plutôt. La première formule, elle est composée par le schème suivant. Donc on a le particule mais avec le schème de af'ala, suivi de l'accusatif nom ou pronom. Donc on dit ma ahsan al-warda, comme les roses sont belles. Donc effectivement, ma ahsana indique ici l'exclamation et également ça indique l'élatif. Hein. Deuxième possibilité pour exprimer at-ta'ajjub, l'exclamation, c'est la forme af'al bi, suivie du génitif. Exemple, akram bi sadiqika, comme votre ami est généreux. Voilà, alors on va passer maintenant aux questions de compréhension que je vais vous présenter. Ensuite, il y aura la correction du texte numéro 4 plutôt. Alors, أين يسكن الطائر الصغير؟ السؤال الأول. السؤال الثاني من يأتي له بالطعام؟ السؤال الثالث كيف وصف الكاتب العصفور؟ السؤال الرابع هل استطاع الطائر أن يطير؟ لماذا؟ On passe à la correction du texte numéro 4. أين يسكن القط. Alors je rappelle que je placerai donc le texte numéro 4 dans la barre d'infos pour vous permettre de revoir ce texte. Alors أين يسكن القط؟ يسكن بيتك. Donc la réponse correcte c'est بيتك. القط لا ينظر لك لما تدغدغه وتعطيه طعامه. القط يفضل أكل اللحم والسمك. السؤال الرابع يأكل القط طعامه معبسا ومتجهما. يكون القط دائما متحرسا. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. Au revoir.